par respect pour celles et ceux qui sont à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Prisca et je suis directrice chez Evol pour la région de la Mauricie. Avant de débuter le webinaire, je vous glisse quelques mots sur Evol. En fait, notre organisation se dédie entièrement à l'entrepreneuriat diversifié et inclusif. Donc, concrètement, on offre du financement pour des projets de démarrage, croissance, acquisition et relève qui se conjuguent à une expérience d'accompagnement adaptée aux besoins des entrepreneurs. Alors, ce matin, c'est toute l'équipe d'Evol qui se joint à moi pour vous remercier de votre présence. Vous êtes près de 200 participants à vous être inscrits à ce webinaire. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Éric Préville, CPA, CMA, pour vous présenter le webinaire S'attaquer à votre stratégie d'affaires en fait en 20 minutes. Éric est diplômé en comptabilité de management et détient un MBA à l'Université de Sherbrooke. Il est aussi membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, mais on peut dire qu'il est activement engagé auprès de son ordre professionnel, de même qu'au sein du regroupement des CPA de Montréal. À titre de directeur principal à la Banque de développement du Canada pendant plus de 10 ans, il a effectué plus de 200 interventions en entreprise. Aujourd'hui, il est conseiller en gestion stratégique et sa mission est d'accompagner les entrepreneurs dans les moments clés du développement des entreprises. Et ces interventions s'inspirent des meilleures pratiques, que ce soit en développement des affaires, finances, comptabilité, gestion des risques et même performance organisationnelle. Juste avant de lui céder la parole, j'aimerais vous informer de quelques détails logistiques. Durant la présentation, tous les micros vont être en mode discrétion pour une meilleure qualité sonore. Aussi, il va être possible pour vous de poser des questions dans le chat. Par contre, dans un souci de permettre à Éric de livrer tout le contenu, les questions vont être répondues seulement qu'à la fin du webinaire. La présentation devrait durer 35-40 minutes, ce qui devrait nous laisser 15 minutes pour des questions. J'aimerais aussi vous informer que le webinaire va être enregistré dans un objectif de rediffusion. Donc, si vous ne souhaitez pas être vu, alors je vous invite à fermer votre caméra. Fait que tout est prévu pour qu'on rentre dans notre temps de 1 heure. Et une fois l'enregistrement terminé, donc à 10 heures, il sera possible de poursuivre la période de questions s'il en reste encore. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à notre invité. Je vous souhaite un bon webinaire, puis on se revoit à la période des questions. À toi, Éric. Merci beaucoup, Prisca. Bon début de journée, tout le monde. Je trouve ça le fun. Il y a une forte participation. C'est toujours le fun. Plusieurs visages familiers. Donc, je me suis permis de saluer quelques personnes que je connaissais déjà. Je me rends compte que au fil des années, je connais du monde pas mal partout dans tous les coins du Québec. Je trouve ça toujours agréable. J'espère ce matin que je serai capable de vous convaincre en 20 minutes de la pertinence de vous attaquer à votre stratégie d'affaires. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Et voilà. Donc, s'attaquer à sa stratégie d'affaires. On devrait couvrir aujourd'hui le c'est quoi puis pourquoi on s'attaque à notre stratégie d'affaires, qui devrait être participé et dans le fond, les étapes clés ou les composantes, dans le fait, la recette de la planification stratégique. Pourquoi s'attaquer à sa stratégie d'affaires? Mais la BDC nous a aidé beaucoup à ce niveau-là. Ils ont sondé des entreprises au travers d'un sondage qui avait été fait il y a quelques années. Et les entreprises qui avaient un plan stratégique s'en sortaient mieux, réussissaient mieux et avaient des meilleurs résultats financiers que les autres entreprises. En fait, dans une marge de 70 %. Donc, juste ça devrait vous donner un indicateur de l'intérêt de s'attaquer à sa stratégie d'affaires. L'autre intérêt, je vous dirais souvent, puis en pré-discussion, les gens de chez Vol avaient aimé beaucoup ma comparaison. Souvent, je compare l'entreprise qui décolle, qui démarre, qui n'a pas fait de planification stratégique à une boule de velcro. Donc, tu sais, une boule à velcro, là, tout colle sur la boule à velcro, mais c'est un peu ça. Fait que tout va coller sur notre boule à velcro d'entreprise. Puis à un moment donné, on se rend compte que, ben, on n'a pas choisi nos clients.
On n'a peut-être pas choisi nos marchés. Des fois, il y a des choses qu'on fait qu'on se dit, mais je veux-tu vraiment le faire? Donc, la planification stratégique, ben, c'est de s'assurer de peaufiner notre boule à velcro, puis d'aller ramasser ce qu'on veut, les gens qu'on veut, puis comment on veut le travailler. C'est un petit peu ça, notre planification stratégique. Donc, pourquoi faire une planification stratégique? Ben, dans le fond, c'est pour prendre du recul puis officialiser sa vision. Donc, de nous permettre justement de s'élever au-dessus de s'élever au-dessus de l'organisation puis de dire, ben, je m'en vais où avec ça? Et là, la planification stratégique, des fois, je vais entendre dire, ouais, mais ça, c'est pour les grosses entreprises. Non. Planification stratégique, c'est pour un travailleur autonome, puis c'est pour une multinationale, c'est pour tout le monde. On n'aura peut-être pas la même recette, la même façon de le faire, mais même pour un travailleur autonome, ben, officialiser votre vision, dans le fond, c'est où vous voulez aller comme travailleur autonome. Vous restez travailleur autonome, on va grandir, on va donc pourvoir où on va aller. Pour mieux connaître l'environnement dans lequel on évolue, mais dans le fond, on n'est pas, chaque entreprise n'est pas seule. On est un grain de sable dans la plage de toutes les entreprises. Donc, c'est quoi notre bout de plage dans lequel on vit? Qui sont mes compétiteurs? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes faiblesses? Donc, dans le fond, un petit peu pour connaître l'environnement dans lequel on évolue pour dégager des stratégies innovantes et performantes. Donc, oui, dans le fond, pour devenir plus performant, plus innovant. Puis je vais y revenir, vous allez voir, souvent on a tendance à associer stratégie innovante à performante avec technologie. Et non, c'est vraiment innovant et performant égale pas nécessairement technologie. Euh, pour faire des choix éclairés d'allocation des ressources, à moins que vous me dites que en tout cas, je n'ai pas travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs où les ressources étaient illimitées. C'est-à-dire, quand je parle de ressources, c'est les ressources financières, les ressources humaines, les ressources de temps. Quand vous vendez votre temps, je pense à des gens qui sont en service, ben, l'heure qui vient de passer, elle ne se rattrapera jamais. Si je vends un crayon, si je n'en vends pas un aujourd'hui, je peux en vendre deux demain. L'heure que je n'ai pas vendue aujourd'hui, je ne peux pas la vendre demain, elle est perdue. Donc, ça devient une ressource et comment je vais les allouer, ces ressources-là. 5, vraiment pour entamer le cycle, le fameux cycle administratif ou le planifier, contrôler, diriger, rectifier ou le fameux PODC. Donc, planifier, organiser, diriger, contrôler. Planifier, organiser, diriger, contrôler. Donc, comment est-ce qu'on part de notre planification puis on fait vivre ce cycle-là? Puis je vous dirais pour donner un sens au quotidien des employés, pour les mobiliser, on va voir au niveau des valeurs puis au niveau de la vision et de la mission, comment on peut mobiliser nos ressources alentour de ce plan-là. Qui devrait participer à ce plan-là? Bien évidemment, les propriétaires dirigeants, minimalement, c'est primordial qu'ils soient là. Les employés clés. Donc, des fois, j'ai des emplois. Tout dépendant de la taille de l'entreprise, on va vouloir avoir une partie des employés. J'ai fait des planifications stratégiques avec l'ensemble des employés. On en a fait avec des groupes restreints, mais minimalement, les employés clés. Euh, et quand je dis employés clés, des fois, on pense toujours à juste la direction. Évidemment, normalement, je vais avoir l'équipe de direction, mais des fois, on va aller chercher des employés que ça fait longtemps qu'ils sont là, qui connaissent bien l'entreprise, qui connaissent bien nos procédés, et on va chercher des sons de cloche différents. Donc, avec ces employés-là. Ils nous amènent des choses qu'on n'avait pas vues, souvent au niveau des faiblesses. Des fois, on pense que tout va bien dans le meilleur des mondes, puis on se rend compte que d'en haut, ça a l'air bien, d'en bas, c'est pas toujours parfait. Donc, ces employés-là vont nous ramener dans certaines phases de planification stratégique à faire ce que j'appelle un reality check. Donc, les employés clés, ça devient une partie intéressante et ça permet de les mobiliser aussi, hein, ces employés-là, donc de les consolider, puis ils deviennent vos premiers ambassadeurs de la gestion du changement. Je vais y revenir un petit peu plus tard dans la gestion du changement, mais on va voir que ça va devenir important. Et des parties externes. Les parties externes, ça peut être un mentor, un coach qui vous accompagne depuis longtemps. Ça peut être des fois votre comptable, donc qui est très près dans la vie de votre organisation. Ça peut être un facilitateur. Des fois, quand l'entreprise devient un petit peu plus grande, ben, c'est une partie c'est une partie de ce que moi je fais, donc qui vient un petit peu faciliter les discussions, puis mettre une structure, mettre de l'ossature. Ça va faire partie des différentes parties externes. Mais ce n'est jamais une obligation pour faire une planification stratégique. Puis pour les travailleurs autonomes, ben, quand on est tout seul, ben, évidemment, votre planification va se faire avec vous-même. Par contre, des fois, ça peut devenir intéressant si vous avez un mentor, quelqu'un qui vous a accompagné,
Moi, je vous dirais, moi, personnellement, quand j'ai passé au travers des valeurs de mes valeurs organisationnelles, j'en ai profité dans un road trip avec ma plus jeune à dire, ben OK, c'est quoi? C'est d'avoir un échange. J'ai une demoiselle qui veut s'en aller en gestion. Puis j'ai dit, ben, travaille avec moi, là. On va travailler les valeurs. Donc, on avait 4 heures de route à faire. On a travaillé des valeurs organisationnelles de mon entreprise. Puis, il est ressorti. Ils nous connaissent, nos enfants. Bon, évidemment, elle avait 15 ans. Là, je ne parle pas d'une tout petite de 7-8 ans, mais ils nous connaissent. Puis, donc, ça a été une façon de la faire participer, de l'initier à l'entrepreneuriat. Puis, en même temps, ben, moi, je suis ressorti avec un lot de valeurs qui était vraiment pertinente. Donc, même toute seule, on peut avancer. Les étapes clés. Donc, je les ai découpées, ces étapes clés-là, en 6 étapes. La première, qui est pas, et ils n'ont pas tous le même poids ou ils exigent tous le même temps, mais la première, c'est l'engagement dans le processus, la volonté de briser le statu quo ou le désir de changement. Je vous le dis, s'il n'y a pas de volonté de la direction de s'engager dans le processus, vous ne faites pas de planification stratégique. On arrête, puis ça ne vaut pas la peine de le faire. J'ai fait trop de planification stratégique dans des organisations pour me faire répondre: ah, c'est la troisième, ça va faire comme l'autre, on va sacrer ça sur une tablette, puis on ne fait rien avec ça. Si vous le faites pour faire ça, c'est démobilisant pour les employés. Je l'ai vu souvent au niveau d'employés de direction générale qui disent aux actionnaires, mais ça serait le fun de faire une planification stratégique s'ils ne sont pas prêts à s'engager dans le processus. Arrêtez ça. Poussez pas, il faut avoir un commitment, un engagement de la direction de vouloir changer. Puis je vais vous le dire, là, quand on va voir un petit peu plus loin, là, quand on fait l'analyse des faiblesses et des menaces, il y a des fois des bouts qu'on gratte qui font mal, que tu n'as pas le goût de voir, que tu n'as pas. Donc, si tu n'es pas prêt à t'engager dans le processus, ce n'est pas nécessairement facile à ce niveau-là. Donc, une fois qu'on a l'engagement, la direction, qu'on a le goût de changer, donc, passer au travers de ce que j'appelle l'ADN organisationnel, c'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà des missions, visions, valeurs? Si oui, ben les dépoussiérer. Sinon, en créer. C'est quoi la mission? Pourquoi on se rend travailler le matin? Pourquoi je me lève travailler le matin pour aller dans l'entreprise? Puis, quand on commence à le demander aux employés, vous allez voir toutes sortes de choses qui ressortent, mais c'est vraiment intéressant donc de voir, de bâtir cette mission-là, le pourquoi. La vision, vous voulez aller où? La vision, je compare ça un peu à. Bon, on est dans on est dans les Olympiques, là, je pense aux Olympiques d'été, à l'aviron. L'aviron, là, tout le monde rame en même temps. C'est un synchronisme parfait. Ce qui se passe quand ça commence à pas ramer ensemble, là, ça chavire, ça va tout croche, ça avance pas. Ben, c'est un peu ça la vision. Vous êtes le guide en arrière et vous battez la cadence. C'est à vous à dire où on va se rendre. Euh, Puis les valeurs, ben, j'allais dire, les valeurs, c'est pas. Souvent, on a vu l'approche où les valeurs, c'est une espèce de stunt marketing. C'est pas ça. Les valeurs, ils doivent être réels, ils doivent être vécus. Je peux vous raconter une anecdote. À une époque de ma carrière, j'ai travaillé chez Cascade. Je peux vous dire que les frères Lemaire, la valeur environnementale, elle est pesante. Euh, et j'ai vu à la sortie d'un meeting, Alain Lemaire penché dans une poubelle en train de sortir des canettes de boissons gazeuses parce que ça avait été jeté au travers du lunch avec le poulet en boîte et entendre M. Lemaire dire des gros mots puis en disant c'est notre pain et notre beurre. Donc, c'était pas stagé, c'était pas. C'est intrinsèque, c'était plus fort que lui. On ne jette pas ça, une canette d'aluminium. Donc, on le voit comment c'est ancré, comment c'est puissant. Bien, ça devrait être ça pour vous aussi. Donc, de dire, bien, ça va être quoi? Comment ça va guider mes actions? Comment ça va guider mes choix d'entreprise? Est-ce que vous avez une ambition, ce que j'appelle une ambition organisationnelle? C'est quoi une ambition organisationnelle? Des fois, ça va être, je vais fêter un 5 ans d'entreprise, un 10 ans, un 20 ans en affaires. Je vais atteindre ou je viens d'atteindre une certification quelconque. J'ai un bâtiment lead, je viens d'être certifié B Corp. Donc, on va l'intégrer dans notre processus aussi si on a une ambition organisationnelle. Exemple, ben moi, j'aimerais ça être certifié. On cultive, puis j'aimerais ça être certifié bio. Bon, mais on va le mettre dans l'ADN organisationnel, cette ambition organisationnelle-là.
Est-ce qu'il y a des responsabilités sociétales ou des responsabilités sociales d'entreprise qu'on veut inclure dans cette planification-là? Donc, je sais que le développement durable est au cœur d'énormément de modèles d'affaires, est au cœur de l'économie verte. Donc, est-ce que c'est ici qu'on va penser à qu'est-ce qu'on met? Et ensuite vient notre proposition de valeur. Euh, c'est quoi la valeur que notre entreprise apporte? Et là, j'aime à vous poser une question, en fait, que vous aurez à vous poser. Gardez-la en tête. Si votre entreprise disparaît demain, qu'est-ce qui va manquer au monde? Donc, qu'est-ce qui arrive là? Demain, là, vous disparaissez, là. Pourquoi vos clients vont vous pleurer? Puis est-ce qu'ils vont vous pleurer? Et c'est là de vous questionner. Et souvent, c'est là. La semaine dernière, j'étais avec des entreprises, puis il y en a une qui a une petite épicerie de produits importés. Puis dans le fond, en réfléchissant avec eux autres, ben, ils réalisent que c'est pas, c'est pas le fait de. C'était des produits d'Amérique du Sud. C'est pas le fait de vendre du lait de coco qui fait que c'est une proposition de valeur. Ça, tous ces produits, tu peux les commander sur Amazon. Il y en a une partie à l'épicerie. C'est pas ça qui crée de la valeur. C'est la chaleur dans l'entreprise, c'est l'aspect humain, les gens qui y vont, surtout les gens de la communauté caribéenne qui y allaient, ils disent, ben nous, c'est comme si on rentrait au pays. Donc, la proposition de valeur est là. Fait que ça va être à réfléchir après ça, donc, de dire, est-ce que je coupe un employé à l'accueil? Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Je couperai ailleurs avant de couper un employé à l'accueil. Tu sais, si c'est ça ta proposition de valeur, ça va vous aider. Donc, cette proposition-là, où qu'est-ce qui fait que les clients vous manqueraient? Bien, ça, normalement, dans l'allocation des ressources, ça devrait vous aider à les faire. Mais posez-vous la question, mon entreprise disparaît demain matin, qu'est-ce qui manque au paysage d'affaires? Pourquoi mes clients vont me pleurer? Une fois qu'on a fait ça, donc on a bâti un petit peu, on s'est assis donc, sur notre ADN. Là, c'est le temps de se regarder le nombril et de faire notre introspection. En fait, de ce que j'appelle faire une analyse externe et interne. Il y a différents outils. Moi, je vous ai mis ici le force, faiblesse, opportunité, menace, qui, selon moi, en est une excellente. C'est-à-dire, donc, de faire l'inventaire de vos forces. Et c'est là que j'aime ça beaucoup travailler en petit groupe avec des employés. Donc, l'inventaire de vos forces, on est bon où, on est bon quand on fait quoi? C'est quoi vos faiblesses? Qu'est-ce que les clients là, disent, qui se plaignent, là, qui ne se passe pas chez nous? Là? Il peut arriver toutes sortes d'affaires. Donc, c'est quoi mes faiblesses? Ben moi, quand un client, de remettre une soumission à un client, là, ça me prend 3 semaines. Ben, c'est une faiblesse. On est capable de travailler là-dessus. Donc, c'est quoi l'ensemble? Et souvent, l'ensemble de mes faiblesses vont me permettre donc de diriger ou de voir comment je vais travailler ma planification. Ensuite, les opportunités. C'est quoi les opportunités d'affaires qui s'offrent à moi? Donc, puis je repense à ma fameuse boule de velcro. Là. Donc, comment je raffine mes opportunités? Comment je vais grandir l'organisation? En fait, est-ce que je vais faire grandir l'organisation? Euh, et les menaces. J'aime à dire, les forces et les faiblesses, c'est vous. Ça appartient à l'entreprise. Donc, vous avez toujours des leviers. Vous pouvez, vous pouvez travailler vos forces, on peut corriger des faiblesses. Les opportunités et les menaces, c'est externe à l'entreprise. Vous ne les contrôlez pas. Quand le gouvernement dit je ferme les restaurants, les salles à manger des restaurants, c'est une menace. On peut faire des choses, mais vous ne pouvez pas dire ben, moi, je vais ouvrir. Ben, non, le gouvernement a dit que vous fermez, c'est une menace. On peut faire d'autres choses. On a vu plein d'entreprises qui se sont réinventées. Donc, c'est quoi les menaces qui s'en viennent? Dans les autres modèles, je ne l'ai pas listé, mais il y en a un autre que j'aime beaucoup des fois qui s'appelle le PESTEL. Donc, le PESTEL pour faire le tour de l'environnement. Euh, politique, économique, sociale, technologique, environnementale et légale. Donc, des fois, quand on est des entreprises un petit peu plus complexes, un petit peu plus réglementées, ça peut être intéressant. Donc, politique, est-ce que est-ce qu'il y a des politiques, des nouvelles lois qui s'en viennent? Donc, si on est dans l'action verte, dans le développement durable, bien, on le sait, on parle de l'électrification du parc automobile, fait que, donc, je veux développer un réseau de stations-service. Bon, mais OK, on le sait qu'au niveau politique, ben, il va falloir intégrer probablement de la recharge automobile. On va diminuer les réglementations. On veut réduire le parc automobile. Donc, ça fait toute partie des analyses. Donc, comment je vais analyser les risques politiques, économiques, sociaux, euh, technologiques? Donc, on parle juste si vous avez fait face à une cyberattaque, comment je vais le faire, donc ma gestion des risques. Donc, on se regarde et c'est ici vraiment qu'on fait ce que j'appelle mon diagnostic d'entreprise qui va me permettre de bâtir mon point 4
mes constats priorités. Donc, quels sont mes enjeux, quels sont mes défis? Euh, à partir du force, faiblesse, opportunité, menace, du PESTEL, j'aime, moi, travailler d'une façon où je vais appeler ça mes piliers ou mes axes. Donc, sur quoi je devrais travailler? Puis je ne vous cacherai pas que dernièrement, bon, ben, l'axe ressources humaines, développement de la marque employeur a été fait partie de tous les défis. Il y a un défi d'embauche partout. Bon, ben, on va faire quoi pour le travailler concrètement? Ça devient un pilier où on dit, ben, qu'est-ce que ça, c'est un pilier. Souvent, on va avoir des piliers, ça peut être de développement des ventes, ça peut être un pilier d'opérationnel. Des fois, oui, l'opérationnel va vraiment bien, mais on a de la misère à vendre. Non, on vend super bien, on est des bons vendeurs, mais on a de la misère à livrer. C'est là, des fois, je pourrais vous donner l'exemple d'une entreprise avec laquelle on était, une entreprise manufacturière, où on avait un désir de réduire les délais de production. On était en moyenne, quand un client passait une commande, c'était 14 à 20 jours de délai de livraison. Et donc, évidemment, premier réflexe, on se tourne puis on se dit, on regarde dans le shop, puis comment est-ce qu'on peut faire travailler les gars plus vite. On a dit, on fait notre planification stratégique avec eux autres. Et pour se rendre compte, en grattant, que du moment où une commande rentre sur le bureau rentre, exemple, que ce soit par courriel ou et qu'elle est transmise à la shop ou à l'usine pour être commencée en fabrication, il y a un délai de 7 jours. Là, on fait 7 jours. Il y a quelqu'un qui reçoit, qui regarde, qui met un étampe, on coche, puis elle passe au bureau, puis à l'autre bureau. 7 jours. Là, on dit qu'on a un délai moyen de 14 à 20 jours, puis on se rend compte que sur la moitié du délai, on a une commande qui traîne sur des bureaux. Puis là, tu poses la question, OK, pourquoi tu signes sa commande? Ben, parce que j'ai tout signé sa commande. OK, mais tu fais quoi à part signer dessus? Pas grand-chose, mais moi, je signe dessus. Bon, mais OK, tu signes plus dessus. Ben, voici, c'est fini. Hop, on vient de couper une journée. Parce que souvent, on met sur un bureau, elle ne se règle pas nécessairement la journée même. Donc, ben, en bout de ligne, on est passé de 7 à 2 jours. Fait qu'on a réduit, on a coupé 5 jours, puis il n'y a pas un gars dans la shop qui travaille plus vite encore. En fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas presser le boyau plus fort que ça dans la shop. Les gars travaillaient vraiment fort. Fait qu'on a réduit, mais pas où on pensait qu'on allait être. Donc, c'est quoi mes piliers? Ça va être quoi mes priorités? Donc, face à ça, et mes objectifs. Donc, mes fameux objectifs que je vais me fixer pour l'atteinte de ces enjeux-là. C'est vraiment primordial de se fixer des objectifs si on veut être capable de se mesurer. Et je vais reparler de mes objectifs après. Innovation et modèle d'affaires. Bon, mais après ça, c'est là où j'amène, c'est quoi la valeur ajoutée que j'amène dans mes produits, dans ma production? C'est quoi mon modèle d'affaires? Et là, je veux prendre, j'ai du temps. Je veux prendre 2 minutes pour vous parler d'un outil qui s'appelle le modèle de Canva d'affaires ou le Business Model Canva. Il est disponible à un paquet de places. Moi, je l'ai ici en anglais. Je l'ai en anglais qui vient de Strategizer, mais il est disponible. Je sais que la Banque nationale l'a sur son site. Si vous tapez le modèle de Canva d'affaires, vous allez le trouver. C'est quoi le modèle de Canva d'affaires? Moi, je trouve que pour quelqu'un qui veut revoir, là, on est vraiment dans le modèle d'affaires, juste dans le petit volet modèle d'affaires. Il est vraiment simple, c'est des cases à remplir. Donc, c'est quoi ma proposition de valeur? Qu'est-ce qui fait que mon produit se distingue? Ce n'est pas juste le prix. Là. Donc, qu'est-ce qui fait que je me distingue? Donc, ma proposition de valeur. Quelle relation j'ai avec ma clientèle? Donc, qu'est-ce que j'ai développé comme clientèle? Et c'est là de réfléchir des fois à clientèle, puis dans le modèle d'affaires, de dire, je ne suis pas capable d'engager plus d'employés ou, tu sais, à un moment donné, là, des fois, on a cet enjeu-là. On dit, ben, je n'ai pas de mauvaise profitabilité, mais pourquoi est-ce que je continuerai à grossir si je fais 3 de profit? Gros, arrangeons-nous pour grossir le profit. Des fois, revoyons la clientèle avec qui on fait affaire et tranquillement, pas vite, on va se générer de la croissance à l'interne. Donc, c'est qui ma clientèle? C'est quoi mes canaux de distribution? C'est quoi mes segments de clients? À qui je vends?
Mon modèle de revenu, mon modèle de dépense, mais mon modèle de revenu, là, est-ce que je facture assez cher? Est-ce que dans ma planification stratégique, quand j'ai fait mon introspection, ben, on fait une veille aussi, puis on regarde c'est quoi les tarifications de mes compétiteurs? Donc, j'ai ça ici. Ensuite, ben, vos activités principales, vos ressources principales et vos partenaires clés. Ben, des fois, c'est là qu'on va avoir un fournisseur, certains employés. Là, des fois, on va se poser la question, là, moi, j'ai Annabelle qui est une employée clé. Si je la perds, je suis fini. OK, c'est soit un key partner ou une ressource clé ou un partenaire clé, mais si je la perds, vous dites je suis fini. Bon, ben, on l'a identifié dans le modèle. Elle, peut-être qu'on va l'attacher avec des actions, avec un bonus, mais il faut l'attacher. Je vais revenir à ma présentation. Donc, mon modèle d'affaires et les stratégies qu'on va ressortir. J'aime à dire des fois des stratégies qui vont ressortir de mon plan, innovantes et performantes. J'avais un client dans le carrosserie et mécanique de Polo. Et là, à un moment donné, on avait un enjeu à tous les matins de classer le camion dans les baies de service et de voir comment on allait opérer. Et à tous les matins, ben, j'ai une vingtaine d'employés et les partir le matin, c'était long. Donc, si je prends 20 employés, 15 minutes, 300 minutes le matin, divisé par 60, donc on passe 5 heures à tous les matins. C'est juste 15 minutes, là, mais il faut 20 employés. Et là, on a rencontré des entreprises d'optimisation avec des logiciels, puis on a 8 portes. En brainstormant, on a pris un tableau blanc de chez Bureau en gros, un tableau blanc là, effaceur. Là. On a tracé nos 8 baies de service dedans au crayon permanent. On les a numérotés. On a pris des aimants qu'on a découpés en similiformes de camion avec tout un talent artistique. Et le soir, ben, les contremaîtres placent les camions d'un garage avec le nom des employés avec un crayon effaçable. Puis on s'assure que le soir, là, ça tient en route. L'employé qui arrive le matin, il ne se casse pas la tête. Ici, je t'aide pas le piroger dans B3 matin. Merci, bonsoir, on part. Ben, on a passé de 15 minutes à 1 ou 2 minutes de niaisage le matin. Je vous le jure, le tableau a eu un impact significatif sur la ligne du bas. C'est de l'argent perdu. Là. Donc, sur la profitabilité, après l'an 1, on a augmenté, faites le calcul, 5 heures par jour, 25 heures par semaine. C'est presque un employé à temps plein. Je vous laisse déduire avec le salaire d'un employé, qu'est-ce que ça a comme impact sur la profitabilité. C'était pas négligeable. Là, on parle d'une innovation technologique. Là, on a c'est un tableau blanc. C'est une innovation. Elle était performante. Des fois, on se casse la tête, là, mais c'est une innovation, puis elle était performante. On n'est pas toujours. Souvent, oui, on va être dans la technologie, mais pas toujours. Et ensuite, pour terminer, bien, mon axis, responsabilité suivie, bien, un plan stratégique, si on arrête à la 5, ça fait un super beau rapport. Puis là, si on le boudine, là, puis on met une super belle page de couverture, ça, là, ça fait vraiment un beau bibelot dans un bureau. Ben, ça ne sert pas à grand-chose. C'est le dernier bout qui fait que notre planification stratégique, on va boucler la boucle, c'est-à-dire qu'on va écrire un plan d'action. Donc, évidemment, on fait attention, un plan d'action, on ne part pas en peur. Une planification stratégique, c'est sur un axe souvent de 3 ans, 5 ans. On va la retravailler, on va la modifier, mais j'aime à dire, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Si on a dit, je vais travailler ma marque employeur, ben là, on ne peut pas s'asseoir et dire, bon, ben, je vais créer un site Facebook, des publications, on va réécrire toutes nos descriptions de tâches, on fait ça pour quand? À fin mars, ça va être fait. Oubliez ça, ça ne sera pas fait. On va bâtir un plan réaliste sur un plan d'action et on va mettre du monde responsable parce que quand personne n'est responsable de quelque chose, ben, personne ne le fait. Donc, je vous dis, j'ai plein de clients, moi, qui cherchent personne dans l'entreprise puis ils ne le trouvent pas. Mais souvent, personne n'est responsable de beaucoup de choses. Ce plan d'action-là, on nomme des responsables. Il y a un paquet d'outils qui existent. Je sais que dans Teams, il y a des outils de suivi. Trello, Asana. J'envoie un coucou à Julie, c'est elle qui m'a montré à travailler avec Trello. C'est devenu un outil pour moi où on travaille entre autres en suivi de performance dans des tableaux de bord, c'est-à-dire dans le plan d'action. On est capable de nommer, et c'est des outils simples et gratuits. Donc, on est capable d'affecter une tâche à quelqu'un,
de mettre des notes dedans puis de mettre un délai. Donc, comment je vais bâtir mon plan d'action? On va faire un suivi après ça. Ben, OK, toi, tu avais comme mission d'ouvrir un compte Facebook pour le mois d'avril. Si tu fais, tu ouvert, le premier post, as-tu fait? As-tu utilisé Canva? Ça répond. OK, bon. Fait que là, on va faire du suivi. Après ça, ben, un tableau de bord. J'aime beaucoup travailler avec les tableaux de bord. Puis là, les tableaux de bord, là, partez pas en peur. Un tableau de bord, pour moi, là, imaginez-vous dans votre voiture, là, le tableau de bord de la voiture, là, ça, on a en gros l'indicateur de vitesse, l'essence, des fois la température du moteur, le kilométrage, là, mais je n'ai pas vu beaucoup de voitures avec 108 cadrans. Même chose pour un tableau de bord. Des ventes, certains indicateurs clés, mais souvent, on va le décoller avec 3-4 indicateurs suffisants. Mais le suivre, la rigueur est importante, mais pas le nombre d'indicateurs. Mais évidemment, de déterminer les indicateurs et les cibles qu'on va vouloir se donner. Fait que ça boucle la boucle, tout ce côté-là d'attribuer des tâches et de bâtir le plan d'action. Ça boucle la boucle de mon plan stratégique. On fait quoi après? Ben, ce plan-là, justement, une fois qu'on l'a boudiné, ben, on le diffuse et on le fait comprendre. Donc, c'est pas. Évidemment, des fois, il y a des enjeux stratégiques qu'on ne veut pas nécessairement dévoiler. Fait qu'on en fait une version. Souvent, moi, j'aime travailler, faire ce que j'appelle une carte stratégique. C'est-à-dire que dans le même tableau, je vais mettre la mission, la vision, les valeurs clés, c'était quoi les grands axes, les grands piliers, c'est quoi nos grands objectifs qu'on s'est mis. Et ça, on peut le distribuer aux employés, ils partent avec, ils ont quelque chose de concret, ils comprennent où on s'en va. À faire une vigie constante et la réviser, je dis que souvent, j'aborde le plan sur un horizon 3 à 5 ans, mais on va vouloir se rasseoir. Des fois, c'est aux 6 mois, des fois, c'est aux années. Moi, je vous dis, il y a des stratégies, même dans des entreprises où ça va très vite, où on le découpe en plan d'action 90 jours, mais c'est de faire un suivi puis de s'assurer qu'on est toujours vraiment sur le plan. Et si au bout de 2 ans ou 3 ans, on se rend compte que ça a tellement changé, ben, on en refait notre planification stratégique. Sinon, on ajuste, on raffine les tâches, on en rajoute. S'assurer que les ressources sont au rendez-vous. Donc, c'est un petit peu pour ça quand je vous parlais de l'allocation des ressources, mais aussi s'assurer que quand on a des livrables, bien, si vous avez demandé à un employé de s'occuper de la marque employeur et que vous le bombardez de travail, à un moment donné, bien, il va vous dire c'est démobilisant de jamais être capable de faire un checkmark sur une tâche à accomplir dans le plan. Donc, on va s'assurer qu'on va donner aussi les ressources qu'on a mobilisées au travers de ça qui vont avoir les ressources pour le livrer le plan, puis suivre les indicateurs, puis de faire les ajustements au nécessaire. En conclusion, donc, je reviens, le 5 éléments importants. La volonté, donc la direction doit avoir la volonté de s'engager envers ce plan-là. C'est un gros engagement, mais si c'est pour rester sur une tablette et qu'il n'y a pas de plan d'action, je vous le dis, ne le faites pas, c'est plus dommageable que de le faire. Avoir une vraie introspection, donc la vigie, sortir nos enjeux, se regarder le nombril. Ça aussi, puis des fois, on gratte puis ça fait mal. Hein? Puis même des fois, je vais le faire, on va le voir, j'ai des groupes, puis je pose toujours la question, si comme actionnaire ou comme propriétaire, vous êtes présent en planification, pensez-vous qu'il y a des employés qui vont être gênés de parler? Puis si la réponse, c'est oui, je brise des petits groupes, puis je sors le propriétaire. Donc, et à ce moment-là, ben, on va chercher vraiment la vraie affaire. Revoir votre modèle d'affaires, donc ce que je vous parlais là, avec le modèle de Canva d'affaires, moi, je le trouve pertinent. Il nous permet de mettre rapidement, de voir où on s'en va, de revoir notre clientèle, de réfléchir à dire, ben, tu sais, à un moment donné, peut-être que, je parle de ma boule de velcro, ben, tu sais, peut-être que je suis plus à la bonne place. Tu sais, peut-être qu'au début de ma carrière, puis je vais vous donner juste mon exemple personnel. Quand moi, j'ai commencé, ben, je faisais plein de choses que je ne fais plus aujourd'hui parce que j'ai dit, ben, moi, j'ai décidé que dans la clientèle ou dans les produits que j'offrais, ça ne fait plus partie de ça. Je vous dirais particulièrement pour les travailleurs autonomes, là, je vous le lance comme ça, là, mais il y a aussi, j'aime beaucoup l'outil qui s'appelle l'Ikigai, qui est un outil qui permet de se poser les questions dans quoi vous êtes bon, qu'est-ce que je peux vendre, qu'est-ce que vous aimez faire, puis qu'est-ce que la clientèle veut acheter. Fait que ça nous permet aussi d'avoir une certaine réflexion, surtout comme travailleur autonome, je vous dirais, de réfléchir à OK, moi, je suis bon là-dedans, mais j'ai ça pour mourir. Par contre, j'ai de la clientèle qui l'achète.
OK, mais comment je fais des croisements là-dedans? Puis de vous poser des questions des fois, faire des affaires dans lesquelles qu'on n'aime pas faire. Des fois, on ne le livre pas comme on devrait le livrer. Donc, c'est toute cette introspection-là dans le modèle d'affaires. Vous fixez des objectifs. Ben, c'est là que je vous dis, je reviens à mes objectifs. Les objectifs que vous allez vous fixer pour vos indicateurs, normalement, devraient être des objectifs SMART. C'est-à-dire, c'est quoi un objectif SMART? Ben, dans le fond, c'est un acronyme pour dire qu'ils sont spécifiques. Donc, on a des objectifs qui ne sont pas trop larges. Un objectif pour moi, augmenter les ventes de l'entreprise. Ouais, ça pour moi, ça peut être une grande stratégie à 22 000 pieds. Augmenter les ventes de l'entreprise. Non, ce n'est pas spécifique. En fait, spécifique, je veux que ce soit mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, là, j'arriverai à dire, OK, ben, si je veux qu'il soit spécifique, vendre de l'entreprise, si j'ai beaucoup de produits, on va peut-être à dire, bon, ben, si exemple, moi, je suis une épicerie je vends des services, tiens, disons, et ben, moi, je veux faire plus de planification stratégique, je veux vendre plus de planification stratégique. Ah là, c'est spécifique. Je veux en faire 2 de plus dans l'année. Ah là, c'est mesurable. Est-ce que c'est atteignable? Moi, je pense que oui, c'est réaliste et c'est temporel. J'ai dit dans l'année. Donc, c'est un objectif que je vais découper. Puis puis juste vous redonner un conseil sur les fameux objectifs de vente. Quand vous prévoyez augmenter des ventes, puis vous dites, exemple, je vais augmenter mes ventes de 100 000 dans la prochaine année. C'est-tu réaliste? Oui, c'est temporel, tout ça, mais j'aime à vous dire, travaillez pas avec des ventes, travaillez avec des unités. J'aime pas ça, les ventes, moi. Puis je vous ramène souvent, vous ne vendez pas des dollars, vous vendez du temps, vous vendez des produits. Je pense toujours à, j'ai en tête, exemple, un magasin de vélo qui dit, je vais augmenter de 100 000. Ah, OK. Qu'est-ce que tu vends comme vélo? C'est-tu des vélos haut de gamme de compétition? Si c'est des vélos à 10 000, c'est 10 vélos, c'est pas un casse-tête. C'est 10 vélos. Enfin, il faut trouver 10 clients. Donc, ça ne demande pas nécessairement beaucoup d'entreposage. Ça va probablement demander un employé hyper compétent. Par contre, si je vends des vélos à 1000 pièces, ça commence à faire beaucoup de vélos, là. Donc, mes fameux vélos à 1000 pièces, ben, est-ce que si je veux vendre 1000 vélos de plus, est-ce que je vais être capable de, ça me prend l'espace d'entreposage. J'ai-tu l'entreposage? J'ai-tu la capacité de commander cet inventaire-là? Ça me prend des employés de plus. Ça me prend donc, on est toujours à 100 000, mais si je vends quelque chose de pas cher, de bien cher, je me rappelle d'un client que j'avais qui vendait des Tonka, les banques étaient toujours impressionnées de voir le chiffre d'affaires de cette entreprise-là. Ouais, mais c'est vrai qu'il y avait un très beau chiffre d'affaires, mais ils vendaient des bebelles qui partent à 5, 6, 700 000 $. Fait que c'est sûr que si tu en as vendu 4 dans l'année, c'est 2 millions. C'est pas long de faire 2 millions de chiffre d'affaires, mais tu as vendu juste 4. Fait que tu sais, le dollar ne veut pas dire grand-chose. L'objectif d'homme, faites-vous plaisir, trouvez-en au moins un pour votre organisation. C'est quoi un objectif d'homme? Ben, c'est le DOM, dans le fond, c'est un objectif pas idiot, mais un objectif pour vous faire rêver. J'appelle ça, c'est l'objectif que les sportifs vont se fixer, exemple, de dire, moi, je vais aller aux Olympiques. Ça, c'est l'objectif qui est d'homme pour Dream Driven, donc qui va nous amener à nous faire rêver. Uplifting, donc qui va nous appeler à nous élever. Le M pour Colin, j'ai un blanc, donnez-moi 30 secondes. Le M pour. C'est que je me suis trompé avec ma gang de la semaine passée, puis j'ai dit que c'était pour mobilisant, mais c'est pas mobilisant, c'est pour. Mesurable. Non. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, le D, ça uplifting, method friendly. Donc, qui est simple. Donc, method friendly, puis behavior driven, qui va vous amener à changer vos comportements. Donc, il n'y a rien de mesurable là-dedans. Là, on n'est pas dans, puis on ne peut pas faire une entreprise juste avec des objectifs d'hommes. Mais tu sais, des fois, ça peut dire, ben, moi, dans ma région, là, je vais devenir le leader.
c'est pas mesurable, c'est pas atteignable, c'est pas. Par contre, tu sais, j'aime à dire, le champion olympique, là, ben, une fois qu'il dit, moi, là, gagner une médaille d'or, là, c'est dream driven, donc ça nous amène à rêver, à nous dépasser. C'est simple, mais c'est pas compliqué, là. J'avais déjà rencontré, je crois que c'était Sylvie Fréchette qui avait dit ça. Elle dit, c'est super facile de gagner une médaille d'or olympique. Elle dit, la recette est simple. Elle dit, tu prends ce que le meilleur au monde fait, puis tu en fais juste un peu plus que lui. La recette est simple. Après ça, ben, comment on va le découler? C'est évidemment que c'est des heures, des heures d'exercice, de maîtrise, de nutrition, de travail, mais l'objectif est simple. Donc, par contre, c'est sûr que si je donne l'exemple de mon sportif, bien lui, évidemment, du moment où on a dit ben, la médaille olympique, après ça, ben, il va se découper des objectifs SMART. Normalement, ben, je devrais être le champion de ma région pour devenir un champion provincial, pour devenir un champion canadien avant de penser d'aller aux Olympiques. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça? Que je m'entraîne 10 heures, 20 heures, 30 heures par semaine. OK, 30 heures par semaine d'entraînement. Alors là, on est dans un objectif SMART. C'est spécifique. C'est je m'entraîne, c'est mesurable, 30 heures. C'est atteignable, 30 heures dans une semaine. Tu sais, si on avait mis 100 heures, peut-être c'est difficile, mais 30 heures, c'est atteignable. C'est temporel, donc on a dit par semaine. Ah, OK. Là, on est capable de découper. Je vais améliorer ma nutrition, je vais manger tant de protéines, tant de. Ah, là, on est dans l'objectif SMART, mais en arrière, on a un objectif d'homme qui va nous faire rêver, qui est important comme entrepreneur. Il faut rêver comme entrepreneur. Je l'ai dit souvent, pour moi, il y a deux choses qui sont importantes pour qu'un entrepreneur reste en affaires. Il faut faire de l'argent, puis il faut avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Puis quand je dis entrepreneur, j'inclus là-dedans même tout ce qui est organisme sans but lucratif et compagnie, même un OBNL. Tu ne peux pas, à vie, dépenser plus d'argent qu'il en rentre. À un moment donné, ça ne marchera pas. Donc, il faut avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Et la responsabilisation, donc l'imputabilité, donc c'est s'assurer qu'on a des vraies personnes qui sont responsables d'un bout de plan, qu'on le suit et qu'on leur remet sur le nez de dire, bien, regarde, est-ce que tu as fait ta part du plan pour avancer? Si ces 5 éléments-là sont là, normalement, vous ne devriez pas avoir juste du succès avec votre plan stratégique, mais avec votre entreprise. Bon, rapidement, le plan il doit être simple. C'est un plan, quand on dit simple, vous allez avoir la présentation, le métier qui est facilement exprimable. Ce n'est pas un guide pour envoyer un employé sur Mars, mais bien pour livrer un plan innovateur, donc amener des nouvelles idées, mobilisateur avec nos gens, pertinent par rapport aux ressources qu'on veut allouer, logique et évaluable, donc les mesures qu'on a à prendre pour. Vous voulez découvrir pourquoi faire affaire avec un CPA? Dans le fond, le site de l'Ordre des CPA, cpaquebec.ca, à mon CPA, vous allez retrouver le bottin des CPA, puis apprendre à trouver le CPA qu'il vous faut pour votre entreprise et découvrir qu'un CPA, ça fait plus que juste des états financiers. Oups! Et vous avez, en plus de ma photo, le site 20minutescpa.ca où vous avez une mine de renseignements. Nous avons l'ensemble des conférenciers des 20 minutes CPA pondent énormément de textes, de lexiques et d'outils, que ce soit pour lire vos états financiers, comprendre votre comptabilité ou vous attaquer à votre planification stratégique. Donc, sur le site 20minutescpa.ca, vous allez avoir toute une banque d'outils. Donc, merci, Éric. On s'est rendu à la période des questions. Je vais essayer de prendre une petite gorgée de café. Dans un premier temps, Éric, on a plus un commentaire, mais je trouvais ça intéressant de vous le partager. C'est Annick des Écolos Imparfaites, donc une épicerie zéro déchet, qui disent qu'elles se font un vision board, donc avec leur mission, valeurs, objectifs pour l'année 2-3. Alors, ils essaient de voir comment ils atteignent leurs objectifs de croissance puis de s'ajuster à leurs défis. Fait c'est aussi visuellement, Éric, c'est une bonne façon aussi de plancher là-dessus. Hein? Ben, c'est ce que j'ai appelé ma carte stratégique. Donc, j'aime Oui, beaucoup l'ajouter, en effet, là, puis ça se partage bien. Là, donc, là, tout dépendant. Et là, et ça peut même être le fun des
des fois, là, d'investir, puis je vous le dis, j'y crois beaucoup, d'investir dans le beau. Donc, c'est-à-dire de vous trouver une boîte de design qui va vous aider à le mettre beau, à le mettre graphiquement beau, puis à l'afficher, donc votre carte stratégique. Là, c'est un investissement, mais oui, avec votre mission, la vision, les valeurs, les piliers qu'on a sortis, puis les grands objectifs. Là. Pas les objectifs SMART que j'appelle d'augmentation, mais vraiment les grands objectifs organisationnels. Puis oui, c'est le fun sur ce vision board-là, moi j'appelle la carte stratégique, de l'afficher dans la salle d'employés, puis que les gens le voient puis le vivent, le centre. Là. Exact. Éric, on a une question de Mélanie par rapport au processus là, global là, de planification stratégique. C'est quoi la fréquence que vous proposez là, de faire l'exercice? Bien, je disais, c'est normalement un plan stratégique, ça va vivre à peu près 3 à 5 ans. Par contre, on va le reviser, s'assurer qu'il demeure pertinent sur cet axe-là. Des fois, une entreprise en croissance, en démarrage, on va avoir tendance à le revoir un petit peu plus rapidement, justement pour ma fameuse boule à velcro où, quand on part en affaires, puis c'est pas un reproche, hein, au contraire, là, c'est normal, on part en affaires, on a besoin on a besoin de vivre, puis on sort la boule à velcro, puis on ramasse tout ce qui passe. Mais à un moment donné, ben, on se rend compte qu'il faut raffiner. Puis si on veut, ben, c'est là des fois qu'on va avoir fait 1 an, 2 ans. Puis on va dire, moi, je leur ferai ma planification. Puis où on s'en va là, on vend, on est décollé, ça va bien. Mais puis ça, vous le voyez souvent. Là, puis je pense beaucoup au travail autonome. À un moment donné, tu dis, moi, j'ai 70% de ma semaine, mais quand je fais tel type de mandat ou que je fais tel type d'action, là, j'ai du fun, je trippe, mais quand je fais telle affaire, là, j'ai ça pour mourir, ça me vide. Ben, s'il reste 30% de votre temps avec ça, ben, peut-être le temps de dire tranquillement, pas vite, on l'évacue, puis on rentre des clients ou des mandats qui sont le fun. Ça devient. Mais au départ, c'est souvent pas possible, mais en bâtissant, mais là, on est capable de se réévaluer puis de le refaire. Donc, peut-être 1 an, 2 ans de démarrage. Après ça, c'est un horizon de 3 à 5 ans. Mais toujours en gardant en tête qu'on va l'ajuster. J'aime à dire, c'est pas une ligne droite, puis dire on contre vents et marées, on va aller là. À un moment donné, on frappe un écueil, on se rassoit, on le revoit. Toujours dans la même lignée, dans le processus, on fixe souvent plusieurs objectifs, mais on en privilégie combien? Moi, je vous dirais, souvent, on va en privilégier quelques-uns de ce que j'appelle mes grands objectifs, mais dans mon plan d'action, on peut le découper en 30, 40, 50 objectifs. Là, et plus il va être découpé, détaillé et précis, bien, plus on est capable d'aller chercher des comptes rendus. Donc, exemple, si dans mon pilier ressources humaines, bon, ben, j'ai dit, OK, dans mes grands objectifs, il faut que je bâtisse ma marque employeur. Mais en même temps, bâtir une marque employeur, j'appelle ça un grand objectif. Mais si c'est juste ça, il va manquer un bout. Après ça, il faut le découper. Mais comment on bâtit une marque employeur? Est-ce que j'engage un spécialiste? Bon, oui, OK. Quand est-ce que je l'engage? Non, on le fait à l'interne. Bon, mais OK, comment on va le faire? C'est quoi? Mais là, on peut le découper en 20, 30, 40 actions et c'est ça qu'on peut étaler dans le temps. Mais des grands objectifs, bien, souvent, on va en avoir 3, 4, 5 par pilier. On ne peut pas en avoir 50. Là. Si vous noyez le poisson, là, puis ça, je le vois des fois, puis c'est moins peut-être une tendance en grande entreprise, c'est une tendance des fois que j'ai vu beaucoup au niveau des OBNL, un plan stratégique avec qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Là, 26, il y avait 26 axes découlés dans 52 sous-stratégies. Oubliez ça, là, ça pour moi, c'est ça, puis rien, c'est pareil. Là, à un moment donné, 26 priorités. Non, 26 priorités. Vous vous levez le matin, vous dites à matin, j'ai 26 priorités. Oubliez ça, il y a 52 semaines d'une année à lever vacances, ça n'arrive pas. 2, 3, des fois 4 axes. On le découpe en quelques objectifs. Que vous ayez 52 objectifs précis, ça va, mais pas 26 axes stratégiques. Less is best dans ce cas-là. Mm-hmm. Y a-t-il ça, Éric, une place où on peut trouver là, un exemple de, on voit comme le business model, là, on voit les grandes cases, mais on est-tu capable de trouver des exemples? Moi, je vous dirais, ben, pas adapté à de la petite entreprise. C'est souvent facile de trouver des exemples
justement dans le monde de l'OBNL parce que les plans stratégiques sont ouverts. Par contre, ils ne sont pas tous bons, mais sont plus ouverts au niveau de l'OBNL. Mais non, ce n'est pas facile parce que justement, les entreprises, ce n'est pas quelque chose qu'on publie ou ou quand c'est publié, souvent, ça peut être des entreprises cotées en bourse ou de la grande entreprise. C'est moins pertinent là, pour votre organisation. Là. Mais non, il n'y a pas tant de modèles que ça. C'est de suivre la recette puis l'adapter après ça pour vous autres. Là. Parfait. Puis quand on est dans une entreprise, par exemple, qui a des divisions, on penserait qu'à des grands segments de produits, est-ce que ça vaut la peine de se faire plusieurs modèles de Canva? Moi, je vous dirais oui. On peut y aller par division. Donc, exemple, si ça. J'ai fait des entreprises dans le domaine de la construction où j'ai dû. C'est un modèle qui revient souvent dans l'industrie de la construction où j'ai une division qui bâtit, j'ai une division qui détient des immeubles, puis même bien des fois, j'ai une autre division. Souvent, les gens, quand c'est plus gros, vont finir par dire je fais même de la location d'équipement parce que j'en ai trop. Là, je vous dirais, on va faire une planif corporative, puis après ça, on va retravailler par division parce que c'est trop différent. Là. Entre le métier d'être un gestionnaire immobilier et d'être un constructeur, c'est souvent pas la même direction, pas les mêmes équipes, c'est pas le même monde. Oui, il y a des synergies à tirer entre les deux, mais les axes ne sont pas nécessairement les mêmes, donc on n'a pas. Oui, on va le découper. Par contre, on ne pourrait pas on pourrait pas. Puis c'est pour ça que je vous dis qu'on va en faire une corporative. Normalement, mes valeurs corporatives, ma mission, ma vision vont être les mêmes pour. En fait, non, ma vision peut être différente, mais mes valeurs corporatives ne changeront pas. Là. Exemple, si j'ai mis l'intégrité, je ne peux pas mettre intégrité dans la construction, mais pas le mettre ou le mettre exemple, dans mon locatif, puis pas le mettre dans la construction. Là. Ça envoie un drôle de message. Là. Mes valeurs corporatives devraient se ressembler, la signature va se ressembler. Par contre, quand on est assez proche, je vais aimer à ce qu'on les fasse ensemble. Donc, ça va dépendre. Mais quand on est vraiment éloigné, le plus souvent, l'industrie de la construction, vous avez des trucs vraiment séparés. Oui, on peut briser on peut briser et le modèle et la planification. Puis on avait Martine, tu as souligné tantôt, Éric, l'acronyme PESTEL, ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu, mais il s'écrit bien PESTEL, si ma mémoire est bonne, hein, c'est ça? Oui. Puis là, vous allez trouver là, 22 versions. Ça trahit mon âge. Moi, je travaille avec les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Je sais que des fois, on ne dit plus. J'ai vu dernièrement différentes appellations. On n'aime plus opportunité ou on n'aime plus faiblesse ou on n'aime plus. Par contre, nos amis anglais, eux autres, c'est toujours le SWOT. Donc, après ça, c'est une question de sémantique. Puis le PESTEL, il y a des lettres qui se sont rajoutées après aussi, là, tout dépendant d'où on va aller. Comme si l'objectif SMART, il y en a qui ont rajouté le SMARTER. Moi, je fais partie de l'école qui dit gardons ça simple des fois. Après ça, si on veut gratter et on veut le pousser, c'est correct. Mais oui, c'est la déclinaison, le PESTEL, PESTEL, si vous le cherchez. Puis des fois, c'est pas. C'est pas un exercice, j'aime à dire, c'est pas un exercice d'école qu'on fait. Hein. Si le pastel, là, si vous dites, moi, il y a des bouts là-dedans, j'ai rien à écrire. Écrivez rien. Mais force, faiblesse, opportunité, menace, ça, tout le monde en a. Mais dans un pastel, des fois, tu dis, par contre, des fois, ça va être, si on est une entreprise vraiment axée, exemple, sur le développement durable, c'est sûr que du côté environnement, du côté politique, c'est clair, vous avez quelque chose à écrire. Donc, parce qu'il y a des enjeux, des nouvelles lois qui s'en viennent, donc qui vont impacter. Puis j'aime à dire, là, ceux qui ne sont pas encore convaincus, là, il y a l'économie de demain sera verte ou elle ne sera pas. Là, c'est encore drôle. J'ai assisté au forum économique de la relève d'affaires, c'était la semaine dernière, donc du réseau des jeunes chambres de commerce du Québec. Et j'avais Vincent Stanley, qui est directeur de la philosophie de la marque Patagonia. Un bonbon là, de présentation. Le monsieur, il est là depuis la fondation de Patagonia en 1973. Il expliquait qu'il ne compte plus les centaines de millions de dollars d'économies
pour l'entreprise du fait d'avoir eu une politique environnementale. Donc, il dit ça n'a pas été un coût, au contraire, il dit ça n'a été que des opportunités et des économies. Des fois, à court terme, quand on a le nez collé, quand on a le nez collé sur la forêt, sur l'arbre, on ne voit plus la forêt, là, mais il y a énormément de cas documentés des fois où on dit ouais, mais si je jette plus, mais si je jette plus de rebut, puis les gens à zéro déchet peuvent vous en parler beaucoup. Là, il y a une économie à bâtir là-dessus, mais si je jette plus, ben, j'ai plus besoin d'avoir le container qui me coûte un montant d'argent à récolter. Donc, il y a toute cette philosophie-là en arrière où on dit oui, en plus d'être bon, ben, économiquement parlant, il y a souvent des gains intéressants à tirer de ça. Concernant la stratégie d'affaires, on a Chicenzo concernant le Lean Canva et la stratégie Océan Bleu. Ce ne serait pas indispensable pour comprendre son projet, ses concurrents et surtout sa rentabilité? Ben, je vais être honnête, le Lean Canva, je ne connais pas. La stratégie Océan Bleu, c'est jamais mauvais. Là. Donc, on repense à savoir, pour ceux qui ne connaissent pas la stratégie Océan Bleu, c'est de dire, ben, souvent, l'océan, c'est une mer de rouge, donc où il y a du bleu, où il n'y a personne qui fait quelque chose. Par contre, je vous dirais, dans une stratégie Océan Bleu, pour moi, il y a probablement un besoin de se faire accompagner là, pour partir d'un océan bleu parce qu'il y a vraiment des fois une compréhension de dire s'il n'y a personne dans un créneau en particulier, ben, pourquoi il n'y a personne dans le créneau? Des fois, il y a un créneau à développer, mais des fois, s'il n'y a personne, ben, exemple, je regarde, là, je ne vois pas beaucoup d'entreprises qui développent un moteur qui fonctionne avec de l'eau. Ben, si on peut voir une opportunité d'affaires où on peut se dire qu'il n'y a peut-être pas d'opportunité pour développer un moteur qui fonctionne à l'eau. J'ai vu une entreprise qui a développé un moteur qui fonctionne avec de l'huile à patate frite, mais bon, en se disant, ben oui, mais je suis le seul à faire un moteur, ouais, OK. Est-ce que ça a développé quelque chose? Non. Oui, dans l'océan bleu, il n'y a rien, mais donc il y a vraiment un processus de réflexion à avoir avec Océan Bleu, mais qui n'est pas mauvais. Là, donc, si je repositionne un nouveau produit qui n'est définitivement pas mauvais, mais je vous recommande de vous faire accompagner là, pour ne pas justement développer le moteur d'huile à patate frite. Si on revient, Eric, par rapport aux objectifs, on en identifie. Est-ce qu'on a tendance où il faudrait privilégier ceux qui nous font rentrer de l'argent? Bien, je vais bizarrement vous répondre non. Puis pourquoi pas les privilégier? Ben, dernièrement, j'étais avec un client, puis il me disait, il dit, on regarde, là, puis il dit, si je veux croître, là, il dit, dans les faits, là, j'aurais besoin de 14 ingénieurs l'année prochaine. Mais j'ai dit, sais-tu quoi, ça ne passera pas là. Puis c'est pas compliqué. Il en avait engagé 2 dans l'année, puis ça a été de peine et de misère. Puis tu penses que tu vas en engager 14 l'année prochaine. Bonne chance. Ben, encore, ça arrive. Mais je veux dire, tu sais, on le voit là, dans le domaine actuellement, c'est hyper compliqué d'aller chercher du monde. Donc, on le voit dans certaines catégories d'emploi, mais on surpaye, on donne des tâches à des employés qui ne sont pas assez qualifiés. Donc, des fois, c'est de dire, est-ce que je focus sur rentrer de l'argent ou je focus à changer le client que je vais rentrer? Donc, est-ce que je vais focuser un objectif? Puis c'est ça, c'est pour ça que j'aime le modèle d'affaires, de se poser une question. Des fois, je peux triper, là, mais exemple, si je vends un vélo à 10 000 puis je fais 500 dessus, puis je vends un vélo à 1000 puis je fais 200 ou 300 dessus, ben, j'aimerais peut-être avoir une stratégie où je vais peut-être vendre moins de vélos à 1000 mais si je vends 2 vélos à 1000 faire le même profit qu'un vélo à 10 000, c'est peut-être plus trippant, un vélo à 10 000, on va parler avec un tripeux de vélo, puis là, j'ai du fun, hein? Mais c'est peut-être pas de vendre plus de vélos à 10 000, c'est peut-être de focuser sur mes produits ou mes services qui sont les plus profitables, de faire un ménage, de faire ce que j'appelle une croissance à l'interne. Et c'est là où je vais épurer ma boule à velcro. Puis du moment où j'aurai fait cette première phase de ménage à l'interne-là, augmenter ma profitabilité, bien, je vais me donner une marge de manœuvre pour redécoller et aller chercher une nouvelle clientèle dont je vais avoir des ressources financières différentes. Mais des fois, juste rentrer des ventes pour rentrer des ventes, moi, j'aime à se questionner, à dire, ben, avant de mettre l'objectif là-dedans, c'est est-ce que je peux faire de la croissance à l'interne? Puis, est-ce qu'ils sont profitables, mes ventes? Là? Donc, on joint le côté aussi budget, profit. L'enjeu, c'est de dire, tu sais, des fois, je vous le dis, on est. Tu sais, je pense à mon beau-frère qui est bricoleur.
À un moment donné, il avait monté une grosse équipe. Là. Il y avait du monde là-dedans. Du monde. Beaucoup d'employés. Puis du jour au lendemain, là, on s'assoit ensemble, puis il a mis tout le monde dehors. Et il reste un employé. Il travaille, par contre. Là, ben, avant, là, il passait sa journée à gérer des gars, faire des soumissions. Là, aujourd'hui, il fait des soumissions, puis il fait de la job. Mais il dit, en bout de ligne, là, il dit, dans mes poches, il me reste le même argent, sauf que le soir, là, de 6h à 9h, au lieu de faire des soumissions, ben, il dit, je suis avec les enfants. Puis il dit, c'est sûr, je n'ai pas le prestige d'avoir 32 bricoleurs qui travaillent pour moi. Mais je fais le même argent, mais j'ai un employé. Fait que, tu sais, des fois, c'est de se poser la question, là, on veut où? On veut-tu vraiment grossir à tout prix? C'est-tu ça qu'on veut? Puis c'est-tu profitable? Puis des fois, oui, ça l'est dans le modèle, mais des fois, on se rend compte que c'est pas. Puis on se rend compte que ce que j'appelle des no man's land ou des places où on ne peut pas. Tu sais, on est petit ou on est gros, mais entre les deux, ça ne marche pas. Il faut le réfléchir, puis des fois, c'est dire, bon, ben, OK, je vais redevenir petit, ça va être ça ma stratégie, ou là, moi, je vais devenir, j'ai vraiment le feu sacré, puis je vais devenir un des gros. Mais c'est pour ça, des fois, Prisca, l'objectif de juste se concentrer sur l'objectif de vente, il faut vraiment penser en arrière à notre profitabilité, notre vision, où on veut aller, où on veut. J'aime à dire, des fois aussi, avec ces objectifs-là, de réfléchir à c'est quoi que vous aimez faire. Puis je vais vous donner peut-être juste mon exemple à moi. Là. Du monde qui me demande, Éric, pourquoi tu n'as pas bâti une équipe? Bien, un, les gens, c'est moi qui achète. Et deux, moi, dans la vie, ce que j'aime, là, c'est être avec des entrepreneurs. C'est ça qui m'allume, c'est ça que j'aime dans la vie. Fait que si j'avais 22 personnes qui travaillent pour moi, puis que je vendais des mandats, puis que je gérais du monde, bien, je ne serais plus en contact avec des entrepreneurs. Je serais peut-être plus riche, mais c'était pas ça qui m'allume en me levant le matin. Donc, c'est de réfléchir à ça aussi, de dire des fois l'objectif de vente, mais c'est quoi votre objectif, puis qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, de ramener ma vision puis mes valeurs aussi avec ce fameux objectif de vente-là. Et on a peut-être une ou deux questions, mais il est 10h03. J'avais envie de souligner là, deux, trois petits commentaires quand même, Éric. Je voudrais remercier Cincenzo et Roxane. Ils ont partagé dans le chat des modèles du Business Model en PDF et en Word, donc je vais les remercier. Il y a Amélie Laflamme aussi qui voulait te remercier pour les exemples, que ça l'aide aussi à bien comprendre les impacts. On a Martin aussi de Repentigny qui dit que le contenu était très intéressant, une belle prestation. Alors, sinon, c'est ça, il y aurait peut-être une dernière question, mais on va pouvoir poursuivre là, après l'enregistrement, la fin de l'enregistrement. Je voulais vous dire un grand merci à tous et à toutes pour votre présence. J'aimerais à nouveau remercier notre partenaire CPA pour la présentation de ce webinaire et bien entendu notre conférencier Éric Préville pour avoir partagé ce contenu. Vous aurez accès à la présentation via un courriel qui va être acheminé en même temps que le sondage. On a toujours d'autres activités, formations, webinaires, fait que je vous invite à nous suivre sur notre Facebook ou sur Internet. Alors voilà, nous on reste en ligne, mais je vous remercie puis je vous souhaite une excellente journée.